Bien le bonjour à toi dans cet épisode 6 de Réflexion journalière. Ouh, l'épisode d'hier était vraiment cool. J'ai vraiment kiffé le faire, c'était banger. C'était un sujet qui m'avait intéressé et dont j'ai kiffé parler. Et ça s'est ressenti, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commenté, qui ont dit qu'ils avaient bien aimé l'épisode. Donc c'est cool et je crois que c'est celui qui a le mieux performé pour la durée de temps très définie. Là, je crois que je vois c'est 1/9 en 21 heures, c'est celui qui a fait le plus de vues. Donc c'est cool. Maintenant, du coup, pour ce qui est du sujet d'aujourd'hui, il n'y a pas eu énormément de commentaires qui ont traité de ce dont on allait parler. Et je pense que je vais arrêter de trop parler des épisodes précédents, quoi. Et je vais de plus en plus essayer de rentrer directement dans le vif du sujet pour être plus concis et gagner du temps. Parce qu'à chaque fois, il y a les 5-10 premières minutes et des trucs où je dis de la merde. Donc là, on va vite fait passer en revue les commentaires importants ou des trucs comme ça. Mais je pense que ça, je continuerai pas souvent à le faire. Je l'aurais peut-être fait dans les premiers épisodes pour capter un peu les gens qui y suivent. De ne pas trop aborder des sujets sensibles, être honnête à 100%, toi 36. Il y a des gens qui ont donné leur avis sur leur épisode, et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui donnent leur avis sur l'épisode en fait. Genre, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, ils reviennent et tout, mais il y a pas beaucoup de gens qui donnent. Qui donnent leur avis sur. Attends, excuse-moi. Qui donnent leur avis sur l'épisode et sur la réflexion que j'ai eue ou sur le sujet global. Donc, c'est vraiment, n'hésite pas à la fin de l'épisode à donner ton avis de ce que tu en as pensé et de toi, ce que tu penses de ce sujet-là. Si t'es d'accord, pas d'accord ou quoi que ce soit. Et à chaque gros, je vois de plus en plus de gens qui disent comment ça s'est passé le date avec la meuf à Londres. Parce que là, j'ai remis l'autre vidéo avec mon frère en ligne. Et vraiment, les gens, je savais pas c'était des tryharders comme ça, frère. Il y a même un autre mec qui m'a demandé alors avec la meuf que t'as date à Londres au Taco Bell, ça se passe comment. Je t'ai dit, wesh, comment tu sais ça et tout. Il m'a dit, wesh, t'inquiète. Alors, il y a des choses qui devraient rester privées. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et donc, du coup, je pense qu'on va commencer par parler du sujet d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais plusieurs choix, encore une fois, entre l'influence des réseaux, etc. Mais le sujet dont j'avais vraiment envie de parler aujourd'hui, et celui par lequel j'étais le plus inspiré, c'était le charisme de façon générale et le leadership. Ça, c'est un sujet intéressant parce que je me rappelle que je l'avais vu, enfin que je l'avais traité il y a assez longtemps, enfin que je m'étais renseigné dessus il y a assez longtemps et que c'était resté dans un coin de ma tête, mais que j'avais pas vraiment creusé la question et je suis pas vraiment allé en profondeur dessus depuis. Et donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler. En plus, je trouve que c'est un sujet quand même super intéressant parce que c'est cool de comprendre pourquoi est-ce que certains mecs sont plus attractifs, pas forcément auprès des meufs, mais globalement dans leur vie, sont plus attractifs que d'autres mecs en mode qu'ils ont vraiment une aura autour d'eux qui fait que les mecs ou les meufs ont envie de venir te parler ou ont envie de venir te voir et d'être pote avec toi, etc. Je trouvais ça super intéressant et c'est pour ça que je m'étais beaucoup renseigné sur ça à l'ancienne. Et je partageais un peu toute ma réflexion et tout ce que je sais dessus pendant tout cet épisode. Et donc, encore une fois, mets le timecode de maintenant si jamais t'es un mec qui vient des anciens épisodes. Et n'hésite pas à me proposer d'autres idées d'épisodes pour les prochains trucs. On verra. Et donc, le charisme. Le charisme, j'ai vu beaucoup de définitions et je trouvais que c'était un truc quand même super dur à définir. Parce que, bah, je sais pas, c'est quand même. Dans ma tête, j'aurais pu penser que c'était une définition assez mouvante. Un peu comme l'élégance, un peu comme ce genre de terme. Un peu mou, je dirais, tu vois, genre, qui sont malléables. Je pensais que là, le charisme, ça en faisait partie. Et dans un certain sens, oui. Parce que du coup, c'est pas facile à définir. C'est pas facile de se dire, ok, ce mec-là est charismatique. Et peut-être que certains gars trouveront un gars charismatique et un autre gars super. Et le même. Et que d'autres personnes trouveront le même gars super gênant. Mais il y a quand même des définitions globales et assez précises du charisme qui sont revenues. Et celle avec laquelle. Et la plus répandue et celle avec laquelle je suis plus d'accord, c'est que le charisme, c'est quelqu'un qui a la compétence et la gentillesse. La compétence. Alors, par là du coup, si ça te paraît encore un peu flou, j'ai donné plein d'exemples, donc tu vas un peu mieux comprendre. Mais en gros, un mec charismatique, c'est quelqu'un qui est compétent et qui, en plus de ça, est sympa, est gentil, est empathique et tout cet aspect un petit peu cool du gars. On est... Quand j'ai entendu cette première définition, je t'en ai pas du tout, frère. À quel moment
Genre, il y a plein de mecs qui sont pas du tout dans ce cas-là et pourtant ils sont plus charismatiques. Bref, je comprenais pas forcément. Et après, en réfléchissant à certains exemples, à certains leaders, etc., je me suis rendu compte que cette définition, elle était quand même assez correcte. Parce que du coup, j'ai pensé par exemple à, imaginons, un joueur de basket dans une équipe. Un joueur de basket dans une équipe, imagine maintenant, s'il est super fort, que genre c'est le meilleur de l'équipe, donc qui possède la compétence, et qu'en plus de ça, il est super sympa avec ses coéquipiers et qui fait que de les encourager, et bah les gens auront naturellement envie de le suivre parce que c'est le gars le plus skillful de l'équipe, donc qui est le plus talentueux, qui est juste le plus fort, et en plus de ça, il est sympa avec toi, donc naturellement, tu as envie de le suivre. Et c'est ça dans à peu près. Moi, j'ai pris le basket dans ma tête parce que c'est ce qui me parlait le plus, mais c'est ça dans à peu près n'importe quel domaine de la vie des gens. Un mec compétent et qui en plus de ça est sympa et la plupart du temps extrêmement charismatique et attire généralement beaucoup de gens autour de lui parce que c'est plaisant d'être autour de lui. Parce que tu te sens, je sais pas vraiment pourquoi, j'arrive pas vraiment à l'expliquer, mais tu te sens en quelque sorte rassuré parce que tu es avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait et qui en plus de ça est cool avec toi. Et donc, avec le basket, je t'ai donné un bon exemple. Je sais pas si tu peux trouver d'autres exemples dans ta tête selon le sport que tu pratiques. Le mec le plus chaud de ton groupe, si en plus de ça il est sympa, tu vas forcément bien l'aimer et vouloir le suivre, etc. etc. Et donc, j'ai capté que c'était ça un peu qui faisait qu'un mec était charismatique en tant que tel. Putain, est-ce qu'il est bien allumé le micro? Ouais, c'est bon. Qu'un mec était charismatique en tant que tel et que c'est ça qui pouvait faire de lui un bon leader. Et après, en me renseignant encore un petit peu plus, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait une différence entre les différents leaders et qu'il y avait une différence entre un leader, un chef, un gourou, et que toutes ces figures un peu autoritaires qui ont des gens qui les suivent, elles étaient super différentes. Non, une par leur nature, en tant qu'entité eux-mêmes, et aussi, et surtout, de par de la différence d'implication de leur communauté. C'est-à-dire que les gens qui vont suivre un gourou vont pas avoir le même type d'implication que les gens qui vont suivre un leader. Comme les gens qui vont suivre un leader, ils vont pas avoir la même type d'implication que quand ils vont suivre un dictateur ou un chef. Pourtant, toutes ces figures dirigent des gens, entre guillemets. Et donc, je voulais un peu comprendre la différence entre tous ces chefs, tous ces types de chefs différents. Et je me suis légèrement renseigné, c'était à l'ancienne, du coup je me souviens pas extrêmement bien, mais il me semble que c'était dans une vidéo des Philogènes. Des Philogènes, pour ceux qui ne connaissent pas, allez vous renseigner. C'est un mec, il faisait de la drague de rue, et du coup avant je kiffais le regarder, mais il a aussi fait des vidéos un peu plus sérieuses, entre guillemets, sur d'autres sujets plus intéressants, comme le leadership par exemple. Et dans cette vidéo-là, il avait traité de deux leaderships. Le leadership transformationnel et le leadership, j'ai oublié le deuxième. Mais en gros, ce que je veux retenir, c'est que les deux types de leadership, il y a un leadership qui se basait sur la cohésion et que le fait que les gens voulaient volontairement suivre le mec parce qu'ils l'aimaient bien et qu'ils voulaient le suivre, et un autre type de leadership qui se basait plus sur la peur. Qui se basait plus sur la peur de ne pas le suivre. Et comme exemple, il avait donné par exemple Tyler Durden. Tyler Durden, c'est l'incarnation du charisme dans Fight Club. Ce mec-là, il est charismatique, sexy, il a réussi à construire, c'est un film, hein, mais quand même, il a réussi à construire une communauté de gens partout dans le monde, et vraiment dans le film, il déborde l'assurance et le charisme, et c'est hyper impressionnant à voir. Et là, ça, c'est ce type de charisme, du coup, je sais pas exactement c'est lequel entre transformationnel et l'autre, mais c'est un type de charisme qui attire les gens, et ça, du coup, au final, c'est un type de leadership où les gens ont envie volontairement de suivre le gars. Au contraire, un autre type de leadership qui se base plutôt sur la peur, ce serait par exemple avec, je pense à n'importe quel dictateur là en fait. N'importe quelle dictature se base sur la peur des gens, la peur de désobéir ou la peur d'enfreindre les règles que le dictateur aurait posées. C'est ouf, hein. Là, mes cheveux ils vont encore me casser les couilles ou quoi? Bonne question, je sais pas. Et du coup, c'est ça un peu les deux différents types de leadership. Un qui se base sur la volonté des gens à te suivre et l'autre sur la peur. Je sais pas si c'est exactement les deux seuls types de leadership qui existent, mais en tout cas, c'est les deux principaux que j'ai relevés et c'est les deux principaux que moi j'étais en mode ah bah ouais, j'avoue, c'est ceux-là qui. C'est les deux principaux que je remarque dans la vie de tous les jours.
Et du coup, moi, bien évidemment, j'étais en mode, ok, comment est-ce que je fais pour m'orienter plus du côté du premier type de leadership qui est bah, celui de Tyler Durden, entre guillemets, et donc celui où les gens ont plus naturellement envie de te suivre. Et par rapport à ça, du coup, il m'était dit qu'il fallait que j'adopte. En fait, parce que moi, je vais pas te mentir, en vrai, au tout début, je m'étais renseigné sur charisme parce que je voulais être charismatique, un peu comme n'importe qui, tu vois. T'as envie d'attirer les gens autour de toi, t'as envie que les gens soient attirés par toi, que les gens te kiffent, que les gens veulent être amis avec toi, etc. T'as envie d'avoir cette aura un petit peu invisible qui te rend magnétique. J'ai pas encore découvert le secret pour devenir comme ça, mais je peux te dire que déjà, une des méthodes, c'est d'être beau, ou c'est d'avoir un physique avantageux. Naturellement, je te jure que c'est ouf. Hein. Je crois que j'en ai parlé sur une de mes chaînes, sur ma vidéo principale, enfin, sur une vidéo de ma chaîne principale. Mais le fait d'être physiquement attractif, ou le fait le fait d'avoir un physique avantageux, ça va naturellement attirer les gens autour de toi. Et ça paraît limite, ça paraît con comme ça, et limite un peu pompeux de ma part, en mode, bah gros, c'est qui ce connard? Il dit que juste pour attirer des gens, il faut être beau, il est super superficiel. Si jamais c'est ce que tu penses, tant mieux, mais moi je te dis honnêtement, la plupart des gens que j'ai vus exceller socialement, c'est-à-dire être socialement très bien entouré ou être socialement relativement accepté ou magnétique avec les gens, ils avaient soit un physique avantageux, soit une autre qualité qui les faisait sortir du panier. Mais je te dis que vraiment, si jamais le moyen le plus simple pour être socialement attirant, c'est vraiment d'être beau. C'est vraiment d'être beau parce que même en tant que. J'en ai parlé dans ma vidéo, mais en fait, pour la plupart des gens, avoir quelqu'un qui a un physique, je parle pas forcément de corps, mais avoir une belle gueule ou un truc comme ça rassure, ça les rassure en fait. Et personne voudra le dire encore une fois. Je me répète un peu, si jamais t'as déjà vu ma vidéo sur ma chaîne principale, tu vas te faire un peu chier, mais je le répète, personne osera le dire ce genre de truc. Personne osera dire, ouais, mais moi en fait, je préfère parler à des gens qui sont beaux parce que c'est plus agréable. Mais personne ne dit ça. Mais la plupart des gens le pensent, même de façon inconsciente, hein, peut-être qu'ils le conscientisent pas. Mais même si toi, mais c'est pas forcément mal, c'est naturel, enfin c'est naturel. C'est un biais cognitif qu'on a de juste se dire, bah naturellement, ton cerveau, quand il voit quelqu'un de beau, il a plus envie d'interagir avec cette personne-là qu'avec une autre. C'est pour ça que. Bon, non, je vais pas trop dériver. Mais c'est pour ça, du coup, que être physiquement attractif, c'est plus avantageux. Je l'ai vu durant ma vie. Quand j'étais au collège, que j'étais tout chétif, que j'étais tout timide et que je ressemblais un peu à un bolos. En vrai, la plupart des gens ne me calculaient pas. Et c'était surtout moi qui étais en manque de reconnaissance sociale et qui était en manque de ah, bah, les gars, parlez-moi s'il vous plaît, je suis quelqu'un de sympa, pourquoi vous me parlez pas? J'étais un peu comme ça. Et du coup, tous les groupes de mecs un peu cool, bah, ils me calculaient pas trop parce que justement, j'étais en manque de reconnaissance sociale. Et dès que je suis arrivé au lycée et que j'avais commencé à prendre un peu de muscle, parce que du coup, j'allais à la salle depuis que j'étais au collège, et que je commençais à avoir un physique qui sortait un petit peu de la norme, entre guillemets, au lycée, parce que généralement les gens ils commencent à aller à la salle au lycée parce qu'ils voient que c'est à ce moment-là qu'il faut être stock pour aller pécho des meufs. Et moi du coup j'ai commencé à y aller avant, ce qui m'arrangeait bien du coup au final. Et du coup j'avais un physique un peu plus avantageux que les autres mecs qui étaient un peu moins stock. Et ça m'a grave aidé parce que du coup pendant tout le lycée, bah que ce soit pour les mecs ou pour les meufs, ça m'a fait un peu sortir du lot et ça m'a permis, je sais pas si c'est que ça qui m'a permis de survivre socialement, mais ça m'a définitivement aidé. Et même le fait d'être plus attirant, enfin d'avoir une plus belle gueule que quand j'étais en cinquième où j'étais vraiment horrible, bah, je pense que ça m'a aidé aussi socialement, même si personne n'osera le dire. Moi, je l'ai senti que l'énergie des gens quand ils m'approchaient, elle avait rien à voir avec celle que les gens avaient quand ils venaient me parler quand j'étais en cinquième et qui me prenaient pour une pute, tu vois. Et donc vraiment, si jamais t'as vraiment envie de devenir plus plus socialement attractif et que les gens soient plus magnetically, tu vois, en mode vraiment magnétiquement attiré à toi, commence par essayer de te construire un physique solide. Donc physique solide, moi par exemple, moi, je suis pas hyper stock, tu vois. Genre je suis limite, il y avait certaines personnes qui me considèrent en limite comme maigre, mais j'ai un physique correct. Et surtout, maintenant je me concentre vraiment sur la masse musculaire parce que je fais un autre sport plus précis. Mais construis-toi déjà un physique relativement solide. Essaye de prendre soin de toi physiquement. Donc tu fais skincare,
tu prends soin de tes cheveux, pas comme moi, frère. Vraiment, la prochaine fois que je ferai une vidéo comme ça, la tête d'un, je vais pas chez le coiffeur. Hein. Je vais faire des petits trucs là, les contours là. Je vais tout sucrer. Mais essaye de prendre soin de tes cheveux, essaye de prendre soin de ta peau, essaye de faire en sorte d'avoir une jawline assez bien définie. Essaye de travailler ton cou pour pas avoir un cou comme ça où on dirait que t'es homosexuel. Genre, essaye globalement de taffer sur toi pour que t'aies un physique, même si t'es pas genre outstanding beau comme Chico ou vraiment genre un super modèle. Essaye d'avoir un physique au moins qui au-dessus de la moyenne, tu vois, above average en mode. Essaye, si t'as un, je pense si t'as un 7, je pense si t'as un 7, tu peux, genre ton physique peut entrer il peut commencer à t'aider dans les relations sociales. En dessous de 7, je pense, genre si t'as un 5-6, ton physique il va pas forcément te donner un avantage précis sur les relations sociales que tu auras avec les gens. À partir de 7, les gens, peut-être que ton physique il sera peut-être assez convaincant, entre guillemets, pour peut-être faire la diff dans tes relations sociales. Mais bref. Donc moi, ce serait le premier conseil que j'allais te donner. Il paraît super superficiel, mais tu le suis pas, c'est comme tu veux. De toute façon, ça peut pas te faire de mal d'être plus beau. J'ai fait toute une vidéo entière sur ma chaîne principale pour expliquer pourquoi est-ce que c'était important d'être beau. Donc si t'es pas convaincu, va la voir. C'est une de mes premières vidéos, je crois. Donc allez, fais-toi plaisir. De toute façon, si t'es sur cette chaîne, tu l'as forcément déjà vu cette vidéo, je pense. Mais donc, je suis con. Bref. Et donc, moi, c'était le premier truc sur lequel j'avais bossé. J'étais en mode, ok, pour devenir un mec qui est attractif socialement, bah, il faut que je devienne plus beau. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire au fur et à mesure des années, etc. J'ai encore du chemin à faire, mais on avance tout doucement. Et un deuxième truc que j'ai remarqué que je faisais. Non, en vrai, je parle principalement de mon expérience. La partie informationnelle, j'ai quasiment donné tout ce que j'avais. La définition du charisme, donc mélanger compétence et sympathie. Et définition du leadership, que les gens veulent te suivre soit parce qu'ils t'aiment bien, soit parce qu'ils ont peur de toi. C'est à peu près toutes les informations informationnelles, enfin c'est toutes les informations que je pouvais te donner. Maintenant, je vais principalement parler d'expérience personnelle. Et d'expérience personnelle, moi ce que j'ai remarqué que je faisais pour au fur et à mesure du temps améliorer mes social skills, etc. Et bah de une, c'est de recopier les trucs que je voyais qui étaient socialement drôles. Alors là, non, je l'ai hyper mal exprimé, mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je voyais qu'un gars faisait un truc drôle, ou utilisait une expression drôle, ou avait une certaine façon de parler qui était drôle, bah je faisais la même. Ça paraît un peu un truc comme un fils de pute comme ça, en mode, ça paraît, en mode ouais, Bender, bah t'as aucune personnalité juste. Mais un peu, ouais, en vrai, en vrai. Mais en fait, le truc, c'est que il y a cette phrase qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et en vrai, tu t'observes bien autour de toi. Maintenant, essaye de penser aux 5 personnes que tu fréquentes le plus dans ta vie. Ouais, c'est fait. Et bah, il y a beaucoup de chances pour que tu parles un petit peu de la même façon qu'au moins une de ces 5 personnes. Ou que tu utilises des expressions similaires à ces 5 personnes-là. Et c'est normal en fait, parce que puisque tu traînes tout le temps avec ces personnes-là, et bah naturellement tu vas adopter un peu leur façon de parler, leur façon de s'exprimer, les expressions drôles qu'ils utilisent. Et moi, c'est ce que je faisais un petit peu, mais de façon plus active. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent uniquement à des personnes dans la vie réelle, mais je te jure que c'est vrai, il y a certaines personnes qui passent plus de temps avec des gens dans les réseaux sociaux, donc ils passent plus de temps à regarder des youtubeurs ou des influenceuses ou influenceurs sur les réseaux que des gens avec des gens de la vraie vie. Et c'est pour ça que des fois, il y a certaines personnes de la vraie vie, genre des gens à qui tu parles, qui utilisent des expressions ou des façons de parler de certains youtubeurs précis. Moi, j'avais remarqué ça avec un mec que je connaissais quand j'étais au collège, il parlait comme Valouz. Il parlait comme Valouz, mais c'était super bizarre parce que Valouz, il a pas une façon de s'exprimer hyper précise, mais il parlait comme lui, frère. Et ouais, en effet, le mec, il faisait que de regarder des vidéos de Valouz, genre toute la journée, il regardait que des vidéos de lui. Et du coup, il parlait comme lui. Genre, il utilisait des expressions, il utilisait des tons de voix qui étaient grave similaires à lui. Et moi, en gros, c'est un peu ce que je faisais. Mais de façon active, du coup, je regardais littéralement qu'est-ce qui, socialement, quel ton marchait bien, quelle expression je trouvais drôle. Tu vas dire que je suis un matrixé, mais bon, il faut bien ça dans la vie. Hein. En gros, je regardais vraiment autour de moi qu'est-ce qui faisait qu'un gars était successful socialement. Je voyais, ok, à ce moment-là, il cale une vanne en utilisant ces éléments-là. Ok, à ce moment-là, il utilise ce ton de voix-là pour donner un aspect un peu plus comique à sa phrase. Et là, je parais un peu pour un psychopathe, mais c'est un petit peu ce que je faisais. Que ce soit dans la vraie vie, quand j'observais les discussions des gens, ou que ce soit quand je regardais des vidéos YouTube ou quoi, ou quand je disais, ah putain, ok, cette expression-là, elle est drôle, qu'elle est à ce type de moment-là, c'est drôle. Et après, c'est ce que je faisais. Vraiment, je passe pour un gros psychopathe, mais en fait,
Après, dans la vraie vie, j'allais expérimenter. J'allais voir dans la vraie vie, ok, là, je vais essayer d'utiliser cette expression-là pour voir comment est-ce qu'elle passe. Et du coup, des fois, à un moment donné, tu vois, je sais pas, on se retrouvait dans le même contexte de conversation que j'avais vu dans une discussion réelle ou dans une vidéo, et je lâchais l'expression que j'avais vue, et des fois, ça faisait rire, et je suis ok, putain, ça c'est cool, ça marche. Ou j'utilisais un certain ton de voix pour être drôle, et je disais, ah, là, il rigolait, je suis ok, ça marche. Et encore une fois, il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui font ça, parce que c'est super bizarre, en fait. Là, je me rends compte en le disant que d'être un tryharder dans l'aspect social de sa vie, je sais pas si c'est normal, mais c'est ce que je faisais, et on peut pas trop retourner en passé, donc on va juste accepter cette part de mon existence. Mais ouais, du coup, c'est globalement ce que je faisais. Beaucoup trop de lumière, j'aime pas. C'est globalement ce que je faisais. Et au final, ça m'a réussi, parce que au fur et à mesure des années d'accumuler des trucs qui socialement marchaient, entre guillemets, là, ça paraît, je sais pas si ça paraît clair pour la plupart des gens, mais en fait, il y a des trucs qui. Il y a des formes de phrases, il y a certains tons qui socialement sont plus. Pas acceptés, mais qui sont plus catchy en mode que d'autres. C'est-à-dire qu'un mec qui va parler comme ça, il va parler comme mode bonjour les copains, vous avez vu le film la semaine dernière? Non? Ah, ben moi j'ai vu, tu vois. Un mec qui va parler avec ce ton de voix là, et ben là, socialement, ça va être un peu chaud pour lui parce que personne écoute un mec qui a ce ton de voix là et personne n'aime parler à un gars qui a ce ton de voix là. Je parle un peu méchant peut-être pour les gens qui parlent comme ça, my bad, hein, mais c'est la vérité. De toute façon, on est sur ma chaîne Infilter, je dis ce que je pense. Et du coup, moi, je remarquais qu'à certains moments, je parlais de façon hyper bizarre. Et je parlais de façon en mode, j'étais en mode, les gars, vous avez vu ça, vous avez vu ça? Et j'étais vraiment un truc de bouffon comme ça. Et j'ai essayé d'un peu conscientiser du coup toutes mes interactions sociales. Et j'ai remarqué par exemple que du coup, au lieu de t'exprimer comme ça, à voix toute basse, et d'utiliser un ton un petit peu à rabais et de tout le temps descendre à la fin de mes phrases, et bah d'utiliser un ton de voix un petit peu plus plein, un petit peu plus. Qui fait sentir que tu es un peu plus présent et qui met un petit peu plus de rythme dans tes phrases plutôt que de parler comme ça de façon monotone et on dirait que c'est une phrase entière mais du coup c'est plusieurs phrases mais tu les dis en une phrase. Mettre un peu plus de rythme dans ta phrase et mettre un petit peu plus de cadence, ça rend ton dialogue un peu plus vivant, ça pousse les gens à t'écouter et varier aussi de ton du coup au niveau de ta phrase, tu vois, parce que là du coup si je parlais comme ça en fait là tu dirais mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, il dit n'importe quoi. Alors que là si je varie de ton dans ma phrase, que je mets des pauses, que je change la fréquence de mots dans ma phrase pour donner un petit peu plus de rythme, et bah là tu vas un peu plus m'écouter. Là, je t'ai donné un exemple tout con, par exemple. Mais des trucs comme ça, du coup, plein d'habitudes sociales, on va dire, que j'essaie d'implémenter au fur et à mesure des années. Par exemple, je sais pas, il y a des trucs tout cons. J'ai remarqué que, par exemple, que Inoxtag. Et là, tu vois, les gens, ils vont se foutre de ma gueule, mais je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Et j'ai remarqué, par exemple, que Inoxtag, bah, socialement, il se débrouillait hyper bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le kiffaient, il y a beaucoup de gens qui le trouvaient super drôle et tout. Et je me ok, mais qu'est-ce que. Ok, je vais l'observer et je vais regarder qu'est-ce qui le rend aussi drôle, qu'est-ce qui le rend aussi attractif, qu'est-ce qui fait que les gens ils ont envie d'être autour de lui, etc. J'ai regardé quelques de ses vidéos et moi aussi je le trouvais drôle. Genre, je le trouvais archi drôle, le gars. Et du coup, je me ok, qu'est-ce qui fait qu'il est drôle? Je voyais qu'il utilisait certaines expressions, il était plutôt jovial dans sa vie. Et après, en fait, faut doser. Il faut quand même que tu restes toi-même. Il faut pas non plus que tu changes de personnalité en essayant d'adopter la personnalité d'un gars, de lui chourave toute sa personnalité en mode ouais, bah je grimpe l'Everest ou quoi. Hyper mauvais exemple que je viens de donner, mais t'as capté. Il faut quand même que tu restes toi-même. Moi, j'ai toujours gardé ma personnalité en vue, mais en implémentant des trucs en parallèle. C'est-à-dire que je suis pas non plus devenu 100% comme Inoxtag. Sinon, bah, ça aurait été hyper bizarre, tu vois. Surtout, personne ne prend 100% la personnalité de quelqu'un d'autre, mais t'as capté. Juste, il faut t'ouvrir au fait, il faut quand même que tu t'ouvres au fait que ta personnalité va changer au fur et à mesure du temps. Et pas que tu sois complètement fermé. J'ai vu beaucoup de gens qui disaient, ouais, mais en fait, pour reprendre des expressions ou imiter des comportements sociaux de certaines personnes, c'est juste perdre une part de ton identité. Non, moi je pense que c'est plutôt évoluer dans ton identité. Et que de toute façon, on sera forcément influencé par les gens qui nous entourent et avec qui on passe du temps. On sera influencé d'une certaine façon, que ce soit volontaire ou pas. Et moi, j'ai juste décidé de le rendre ça plus volontaire, parce que ça commence à m'apporter des bénéfices. Et du coup, de toute façon, on sera forcément influencé de cette façon-là. Et je trouve que ça sert un petit peu à rien, limite, de se fixer en mode non, ça c'est ma personnalité, je vais rester dans ma personnalité et je vais rester comme ça toute ma vie. Bien sûr, il y a une différence entre ça et être fidèle à soi-même. Être fidèle à soi-même, c'est agir
selon ses valeurs, peuvent agir en fonction de ses valeurs et en fonction de ce qu'on trouve correct ou pas. Par exemple, je sais pas, si je trouve si je trouve que quelque chose est pas correct à faire et que je le fais quand même pour des raisons extérieures en mode tout le monde m'a dit de le faire, etc. Bah là, j'aurais pas été fidèle à moi-même. Mais le fait, par exemple, de modifier sa personnalité et je sais pas, de devenir un petit peu plus joyeux parce que naturellement, on traîne avec des gens qui sont plus joyeux ou parce que on voit que dans la vie de tous les jours, ça nous aide socialement avec des gens. Moi, je vois pas forcément de mal à ça. C'est-à-dire que modifier sa personnalité au fur et à mesure du temps, je pense que c'est limite nécessaire. On restera jamais pareil toute sa vie. Et je pense que c'est important qu'on reste pas pareil toute sa vie, sinon ça serait bizarre. Et donc je pense que c'est pas forcément quelque chose, moi personnellement, où j'étais inquiet. Jamais je m'étais dit, ah mais attends, si j'intègre cette partie-là, genre si je change cette partie-là de ma personnalité, je vais être moins moi. Non, justement, le fait de changer cette partie-là de ta personnalité, ça va faire que tu vas être encore plus toi et que tu vas juste modifier cet aspect de ta personnalité qui va te composer toi-même. Je sais pas si c'est extrêmement clair, mais en gros, n'aie pas peur de modifier des aspects de ta personnalité pour t'améliorer. Si jamais du jour au lendemain, tu changes pour passer du mec flemmard au mec productif, c'est pas grave, c'est limite excellent pour toi. Donc, aie pas peur de changer ta personnalité tant que ça va dans un sens qui te permet d'évoluer positivement. Je vois pas le souci. Mais donc, pour un peu revenir aux trucs bizarres que je faisais, ouais, j'essayais d'adopter des comportements sociaux qui je voyais fonctionner dans la vie de tous les jours. Et maintenant, j'ai remarqué du coup que j'ai beaucoup d'expressions ou beaucoup de tons de voix qui viennent de certaines expériences passées, que ce soit avec mon frère, mes cousins, mes sœurs, certains youtubeurs, mes parents des fois même. Il y a certains tons de voix que surtout je fais surtout ça pour l'aspect comique. Enfin pour l'aspect comique genre. Parce que vraiment, il y a plein de trucs des fois que je trouve super drôles que mes frères et sœurs font ou que mes parents font même des fois. Et moi à chaque fois j'essaie de reproduire ça justement en reprenant les tons de voix qu'ils avaient, etc. Donc, je pense que tu as capté un petit peu l'idée. Et en vrai je te conseillerais limite de faire la même si jamais t'es une galère socialement. Mais si tu sens que socialement vraiment t'es vraiment en hesse, bah je te dirais pas d'essayer de rester d'être toi-même, je te dirais d'essayer d'évoluer en mieux et donc d'observer autour de toi et de voir en fait socialement ce qui fonctionne. Imagine, moi en gros vraiment ce que je faisais c'était, je voyais par exemple, il y avait un gars dans mon collège qui était relativement populaire. Il avait plein de potes, il parlait à plein de meufs, il était tout le temps avec des meufs, frère, je comprenais pas comment il faisait. Et j'étais en mode, ok, qu'est-ce que ce gars-là il a de plus que moi? Qu'est-ce que moi je peux faire pour être aussi socialement attractif que ce gars-là? Parce que c'était vraiment un manque de ouf, hein. Genre, je crois qu'on se rend pas compte, mais l'aspect social dans la vie de, d'un adolescent, de ses 13 à ses 17-18 ans, c'est chaud, hein. Et moi, du coup, je savais que je voulais socialement être reconnu, etc., par des gens. Et du coup, j'ai maxé cette stade de ma vie. Excuse-moi. Et donc, ouais, je me suis vraiment buté de ouf, même si ça paraît bizarre dit comme ça, frère, vraiment, moi j'ai aucune honte de le dire, hein, vraiment, j'ai aucune honte, je le dis, j'ai vraiment boosté cette stat parce que je voulais socialement être reconnu. Et donc j'ai observé ce gars-là, j'ai fait, ok, qu'est-ce qu'il fait. Et un autre truc que j'ai remarqué, c'était que il était jamais en manque. C'est-à-dire que c'était tout le temps lui, entre guillemets, qui recevait de l'attention et jamais lui qui en donnait trop. Et ça, c'est un autre truc que j'ai capté, surtout quand j'ai commencé à parler à des meufs. C'était que donner trop d'attention, ça te faisait perdre un petit peu de ta valeur. Alors là, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, et je suis un peu en train de dériver du sujet limite. Parce que moi, j'ai fait tomber un truc. Je suis limite un peu en train de dériver du sujet qui à la base était le leadership, mais peut-être que ça rejoint un petit peu. Oui, ça rejoint un petit peu, je pense, parce qu'au final, je parle de ce qui fait un bon leader et de ce qu'il faut. Mais j'ai remarqué que donner trop d'attention à certaines personnes, ça les faisait négliger un petit peu toi, ton temps. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'ai remarqué que plus tu donnes de ton temps et de ton attention à quelqu'un, moins il va le valoriser. Parce que du coup, il va être en mode, d'accord, en fait, ce mec-là ne fait rien de sa vie. Ou peut-être même une meuf, hein. Non, mais ouais, la meuf, elle va dire, ok, ce mec-là ne fait rien de sa vie. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que je valoriserais son temps? Alors que les mecs qui vont ou alors que les mecs qui vont, voilà, je sais pas, ils vont pouvoir sortir qu'une fois par semaine pour aller en soirée, ou ils vont pouvoir sortir une fois par semaine pour sortir manger avec des potes, et bah cette fois là par semaine où ils vont pouvoir sortir, bah tout le monde va être en mode putain, hey, il peut sortir, venez on sort tous, etc. Et ça sera genre quelque chose d'important ou genre d'intéressant parce que du coup parce que ça arrive pas souvent, parce que tout le monde sait que t'es occupé.
Et ça, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que du coup, quand j'étais plus jeune, je donnais beaucoup de mon temps et de mon attention à des gens un peu random. Parce que bah, je voulais avoir des amis. Genre, je voulais être pote avec des gens. Du coup, je donnais un peu de mon attention. Je me disais, les gars, venez, venez, venez. C'est juste que j'ai remarqué que bah, ça marchait pas. Et que les gens étaient en mode, mais il est bizarre, lui. Genre, ça y est, frère, fais un truc de ta vie. Et ça paraît un peu comme un truc de fils de pute de dire ça. Mais oui, plus tu donnes ton attention, moins les gens vont le valoriser. Donc fais attention à qui tu donnes ton temps et ton énergie. Parce que ça peut vite se retourner contre toi. Et c'est pour ça. Et en fait, c'est pour ça. Et maintenant, via ce constat qui est ouais, plus tu donnes de l'attention, moins les gens le valorisent, a découlé plein de comportements sociaux de nos jours. Et un des plus gros fléaux, je pense, c'est le fait de mettre des remis. Le fait de mettre des remis, frère, c'était un grand sujet de discussion. Surtout avec mes potes. Je me rappelle, à l'ancienne, on était en mode, ok, on était vraiment matrixé de ça. On était en mode, ok, là, la meuf m'a mis ça de remis, je vais lui mettre ça de remis, moins 10 minutes, comme ça, elle va comprendre que je suis occupé, mais qu'à la fois, elle m'intéresse. Et du coup, je vais lui mettre 1 heure, moins 10 minutes de remis. Et on était vraiment des matrixés de baiser de ça. Et puis, au fur et à mesure du temps, en fait, j'étais en mode, ok, traitons le problème à la source. Pourquoi est-ce que quelqu'un met des remis? Généralement, c'est parce que. Non, en fait, non, encore pire. Pourquoi est-ce que on veut mettre des remis à des gens? Il y a deux raisons. Soit c'est parce que tu as envie de montrer que tu n'es pas intéressé, et dans ce cas-là, tu le fais parce que bah, tu as envie que la personne te laisse tranquille. Soit c'est pour faire semblant que tu es occupé et que la personne, c'est pas le centre de ta vie. Et généralement, la plupart des cas, c'est parce que tu es dans le deuxième cas. Et j'étais en mode, ah mais en fait, c'est super gênant. C'est-à-dire que là, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est de faire semblant d'être occupé pour que la personne croie que je pense pas tout le temps à elle. Mais si jamais je suis vraiment occupé de ma vie, pourquoi est-ce que je ferais l'effort de pas mettre des remis? Tu vois? Et donc à partir de ce moment-là, en fait, j'ai juste pas essayé de volontairement mettre des remis ou quoi. Juste, je faisais ma vie. Et quand j'avais envie d'aller sur mon téléphone, j'allais sur mon téléphone. Et sans faire exprès, du coup, en faisant ça, je mettais des remis à des gens. Mais c'était pas volontaire parce que juste, je sais pas, par exemple, tu vas à la salle, tu mets ton téléphone, tu prends ton téléphone avec toi, mais tu regardes pas forcément tes messages. T'as fini ta séance, tu regardes ton téléphone et là, tu vois qu'il y a des gens qui t'ont envoyé des messages. Et je sais pas, il y en a qui sont à 30-45 minutes de remis, mais parce que tu faisais ta séance, par exemple. Et il n'y a pas de truc en mode, ouais, t'es posé sur ton canapé, tu vois quelqu'un t'envoie un message, mais t'attends parce que t'as pas envie de montrer à quelqu'un que t'es sur le canapé et que tu fais rien de ta vie. Genre, c'est gênant de faire ça. Genre, fais vraiment quelque chose de ta vie, non? Et une autre solution, du coup, que j'ai trouvée pour volontairement, enfin, pour ne pas, pour faire quelque chose de sa vie simplement, et ne pas être tout le temps hyper needy avec les messages ou quoi, et ne pas faire semblant de mettre des remis, bah, c'est simplement de se mettre en ne pas déranger. C'est-à-dire que par exemple, moi en fait, depuis, je crois que ça va faire 3 ans, depuis 3 ans, moi en vrai, tous les jours, je suis en ne pas déranger. C'est-à-dire que je n'ai pas de notification. Et en fait, tu vas voir que ça va être vraiment game changer parce que beaucoup de gens pensent que oui, mais en fait, j'ai besoin des notifications parce que si quelqu'un m'envoie un message, il faut que je puisse répondre à la seconde et tout. L'étape numéro 1, si jamais tu as envie que les gens pensent que tu fais quelque chose de ta vie et que ton temps, il a de la valeur, c'est de pas laisser ton téléphone te déranger quand t'en as pas envie en fait. Parce qu'en fait, au final, les notifications, je me suis dit que c'est ça, à moins que t'aies des messages vraiment importants. C'est pour ça que moi, les seules notifications que j'ai, c'est mon papa et ma maman. Mais à part ça, et peut-être mon frère. Mais à part ça, je n'ai aucune notification de aucun de mes potes, de aucun de mon groupe de classe, de aucun message Insta, aucun message Snap, j'ai aucune notification. Que mes parents et mon frère. Parce que je sais que si jamais ils m'envoient un message, eux, ce sera peut-être important. Mais tout le reste, non. Genre, c'est hyper. En fait, je trouvais que c'était hyper. Genre, ça casse ton focus et ça casse limite ton attention span. Parce qu'en fait, imagine que t'es en train de faire un truc et là, tu reçois une notification. Bah là, ça va te niquer et là, tu vas aller sur ton téléphone parce que la personne qui t'a envoyé un message a décidé que tu allais aller sur ton téléphone. Parce que du coup, c'est la notification qui t'a dit d'aller sur ton téléphone. C'est pas toi qui a dit, ouais, moi j'ai envie d'aller sur mon téléphone pour aller regarder mes messages. C'est ton téléphone qui a dit, frérot, regarde, t'as un message. Et donc au final, j'étais en mode, ouais, j'avoue, genre je préfère répondre aux messages quand moi j'ai envie d'aller sur mon téléphone et pas quand mon téléphone m'a dit d'y aller. Et en faisant ça, en fait, tu vas voir que assez naturellement, du coup, si jamais tu fais des trucs de ta vie et que t'es pas toute la journée sur ton téléphone, et bah naturellement tu vas mettre des remis, mais pas parce que tu as volontairement envie de montrer que tu es occupé, simplement parce que tu es vraiment occupé et que tu penses pas forcément tous les jours à aller enfin toutes les minutes à aller sur ton téléphone pour aller checker tes messages de cette meuf là, cette meuf là. Et du coup je crois que ça va faire, c'est pour ça que maintenant je m'en bats un petit peu les couilles du game de mettre des remis de certaines minutes, de certaines heures et tout. Simplement je fais ma vie
Et si au moment où je vais sur mon téléphone, tu m'as envoyé un message et que je peux y répondre, j'y réponds direct. Mais je vais pas faire l'effort de te mettre en remis pour te faire croire que je suis occupé alors que je suis pas occupé. Si jamais je te mets vraiment en remis, c'est parce que je suis vraiment occupé de ma vie et que je suis vraiment en train de faire un truc. Sinon, non, genre c'est super gênant. Tu me diras, c'est d'accord avec ça, tu mets le timecode d'ici et tu me dis ce que t'en penses des remis, en mode de faire exprès de mettre des remis. Je pense que j'ai vu cette vidéo, j'ai vu une autre vidéo, c'était en mode la vie est trop courte pour faire semblant que je suis pas intéressé, donc ouais, je mets zéro remis. Et en vrai, j'étais un petit peu d'accord, j'étais en mode gros, en vrai, si la personne tu l'aimes bien et que t'as envie de répondre direct à tous ces messages, fais-le. Mais d'un autre côté, j'étais en mode en fait, la personne, les gens auront beau dire ce qu'ils veulent en mode ouais, moi j'aime pas quand on met des remis. T'aimes pas quand on te met des remis parce que c'est ton ego qui parle. Parce que tu te dis ouais, cette personne-là me met des remis parce qu'elle me considère comme une sous-merde. Mais honnêtement, si jamais t'avais quelqu'un qui te mettait jamais de remis et genre qui répondait tout le temps à la seconde, je pense que tu te désintéresserais vite. Hein. Je pense que tu te désintéresserais très vite. Là, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont dire qu'ils sont pas d'accord. Mais moi, je pense. Hein. Je pense parce que vraiment, j'ai fait l'expérience avec beaucoup, beaucoup de gens. Et dès que tu leur donnes trop d'attention, genre que vraiment, tu t'essayes vraiment de capter leur attention. Hé, Théma, tu fais, j'ai fait ça. Viens, on parle s'il te plaît et tout. Je lui dis pas ça clairement, mais en mode que tu réponds direct à la seconde et tout. Eux, ils vont se dire, ok, de toute façon, la personne à qui je parle, elle répond tout le temps à la seconde. Pourquoi est-ce que moi, je ferais l'effort de répondre tout le temps à la seconde? Le seul cas où la personne peut être aussi réactive et aussi spontanée que toi, c'est si elle t'aime bien autant que toi. Sinon, la personne, elle va juste commencer à te manquer de respect en mode. Tu vois, c'est comme le fait de dire ouais, imagine si à chaque fois qu'une personne te demande de sortir, tu dis oui. En mode ah oui, en fait, on peut sortir là. Moi, là, et qu'elle dit ouais, là, tu peux sortir. Et tu dis oui, et demain, et oui, et après-demain, oui. En fait, la personne se dira de toute façon, elle est tout le temps disponible pour moi, la personne. Donc pourquoi est-ce que moi j'irais faire des efforts entre guillemets pour me rendre disponible pour elle ou pour faciliter le contact avec elle alors que de toute façon elle fait déjà tout le boulot. J'ai l'impression que c'est comme ça moi perso que j'ai interprété à chaque fois que je donnais trop d'attention à une personne. C'est pour ça que maintenant juste j'ai décidé de faire moins attention à ça et juste de faire ma vie et de voir comment les relations elles vont. Et puis de toute façon, moi j'ai tendance à dire une relation elle marche que là je vais te parler que des meufs du coup, mais de toute façon, si jamais tu parles à une meuf et que vous deux vous voulez les remis et tout, c'est un peu de la merde parce que si vous deux vous voulez, ça va aller très vite. Il y aura aucune friction avec le fait de mettre des remis ou quoi, on s'en bat les couilles. Si vous deux vous voulez, ça se fera et point barre. Et donc voilà, c'est à peu près ce que j'ai remarqué globalement au fur et à mesure du temps, surtout avec les meufs du coup. Putain, mais après, j'ai des anecdotes de ouf. Hein. J'ai des anecdotes de ouf. Je me rappelle que. Ouais. Miskin, mon père m'a appelé. Je vais pas tarder à finir cet épisode du coup. Mais ouais, Oh, la voix. Waouh, c'est fou. Hein. J'ai des anecdotes de ouf avec les meufs. Genre vraiment à l'ancienne, c'est que je comprenais. Un épisode, le prochain. Je le ferai sur la drague de rue ou genre le fait d'aborder des meufs dans la rue. Une énorme partie de ma vie qui était. Là, on a dérivé un peu du fait d'être du leadership, du charisme, de l'attitude, etc. sur les meufs. Du coup, ça m'a fait penser à ça. Du coup, ça sera, je pense, le sujet du prochain épisode. Mais ouais, du coup, pour en revenir un petit peu au charisme, au leadership, etc., ce que je te dirais, ce serait que un bon leader, je pense que du coup, c'est quelqu'un qui doit avoir de la compétence. Selon moi, un bon leader ne peut pas avoir de compétences. Parce que si jamais t'as que de la gentillesse et de la sympathie, les gens ils vont être cool avec toi, mais ils vont pas forcément te respecter parce que t'as rien, t'es pas très chaud dans ton domaine de prédilection. Et si jamais t'as que de la compétence mais que t'es un gros fils de pute, tu vas être un petit peu comme Aomine dans son. Je sais pas si tu connais Kuroko Basket, mais Aomine, tu vois, c'était le mec le plus chaud de son équipe, mais vas-y, des fois le courant il passait mal parce que c'était un peu un bâtard avec ses coéquipiers. Et donc voilà, pour moi, selon moi, il faut allier les deux pour être un bon leadership. Et après, socialement, pour exceller avec les gens et être plus attractif socialement, je pense que le première étape, c'est d'être physiquement attractif. Ensuite, d'essayer de développer ses social skills en observant les gens autour de soi et d'imiter au début ce que tu vois qui marche. En vrai, je comprendrais si t'as pas envie de faire ça, frère. Genre, ça a l'air super gênant, mais au final, moi, ça m'a réussi. Parce que socialement, maintenant, je m'en sors un petit peu mieux en faisant ce que j'ai fait.
Peut-être que je sais pas, ça correspond à n'importe qui, mais moi c'est ce que j'ai fait. Et donc essaye d'observer un petit peu autour de toi. Et je continue de le faire d'ailleurs. Je continue de le faire, je continue d'essayer de m'améliorer encore socialement, de capter. Après, moi je suis peut-être un petit peu autiste, c'est-à-dire que vraiment, Roro, j'adore analyser les détails précis de chaque interaction pour vraiment. Oh là la voix, mais je suis en train de muer, mais je suis un putain d'adolescent de merde. En fait, j'aime bien vraiment analyser en profondeur les mini body language que les gens ont quand ils interagissent entre eux, la mini réplique qui a fait que cette personne-là réagit comme ça. J'aime bien analyser les relations sociales et les interactions sociales de façon extrêmement précise pour pouvoir, moi, en tirer le plus de valeur possible et pour pouvoir, moi, améliorer le plus les interactions sociales que j'aurai dans le futur et le plus être outstanding, tu vois, genre pouvoir le plus exceller après dans les futures interactions sociales que j'aurai. Et donc moi, je te conseillerais peut-être de faire ça si jamais t'as envie de te la buter, sinon en vrai si tu t'en bats les couilles, tu t'en bats les couilles, c'est pas grave. Et je te dirais aussi de pas donner ton attention et ton temps à n'importe qui, ou plutôt de remplir ton temps et ton attention et ton énergie avec quelque chose de productif dans ta vie. Et tu verras qu'en faisant ça naturellement, tu auras moins de temps à dédier aux gens et que par conséquent, les gens valoriseront plus ton temps. C'est-à-dire que moi, naturellement, quand j'ai commencé à me lancer dans des projets différents comme la muscu, comme YouTube, comme la gymnastique, etc., eh ben, j'avais moins de temps à consacrer aux gens. Et donc, les seules périodes où j'étais disponible pour parler ou pour sortir avec ces gens-là, les gens avec qui je sortais, ils étaient plus en mode « Oh putain, trop cool, Roby, il peut sortir aujourd'hui. Oh putain, trop cool, Roby, il peut aller en soirée aujourd'hui. » Et donc, ils trouvaient ça plus cool, plutôt que si jamais je pouvais sortir tous les jours en mode « Bah c'est bon, on sort avec Roby, normal, tu vois. » Là, c'était plus agréable parce que du coup, puisque j'étais occupé la plupart du temps et que je pouvais libérer peu de temps pour sortir avec eux, etc., et bah, j'ai l'impression qu'ils appréciaient plus ma présence et que dans ce cas-là, c'était cool. Moi, c'est les grands points du coup que j'ai relevés. Le prochain épisode, du coup, il sera totalement sur le fait d'approcher des gens dans la rue, de parler à des inconnus, d'aborder des meufs dans la rue, etc. Parce que vraiment, je te jure que j'ai charbonné ce sujet-là comme pas possible. Je vais aller manger, il y a ma famille qui m'appelle. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.